Salut à tous, on se retrouve pour ce tout nouveau podcast. Je suis accompagné de Justine Poutre. Je te laisse directement te présenter. Bonjour Karim, merci pour l'invitation. Je suis Justine et je suis la fondatrice et la directrice de Care School. On est une école qui forme au métier du Customer Success Manager, donc des profils qui sont en reconversion, mais également des profils qui sont déjà CSM et qui veulent monter en compétences. Et à côté de ça, j'ai comme mission, je me suis donné ça comme mission, c'est de vulgariser et de démocratiser le Customer Success en France auprès des entrepreneurs. Ok, c'est trop cool. Et tu vois, moi, j'ai déjà une première question. Tu vois, c'est quoi vraiment qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier-là? Ok, alors à la base, j'étais d'abord CSM en tant que salarié avant de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et j'ai longtemps travaillé sur des métiers de la relation client, notamment en assurance. Et j'aimais énormément accompagner le client, tu vois, du début jusqu'à la fin, bien comprendre ses besoins et répondre à ses besoins, également le suivre quand il avait des problématiques, quand on devait gérer ses sinistres. Mais il y avait des aspects que j'aimais un petit peu moins dans ce que je faisais, c'est que parfois on était forcé à vendre des produits d'assurance qui ne correspondaient pas aux clients. Donc ça c'était dans mon expérience de gestionnaire en assurance et aussi dans d'autres métiers, je me suis rendu compte qu'on avait un gros focus sur l'acquisition de nouveaux clients, ce qui est très bien, mais que parfois en fait on avait un certain discours pour vendre nos produits ou nos services et que derrière on n'accompagnait pas forcément le client vers le succès, ce qui est dommage parce que je me suis rendu compte que si les clients sont contents, atteignent du résultat, ils restent plus longtemps. Donc tout ça a fait que j'ai cherché un métier qui était plus axé client et aussi je voulais rejoindre absolument les startups parce que je pense que depuis toujours par contre j'ai envie d'entreprendre. Donc à l'époque pas forcément d'un point de vue entreprendre dans un projet mais au sein d'une entreprise et donc j'ai rejoint une startup sur un métier de CSM et j'ai adoré la découverte et c'est pour ça que je continue sur ce métier. Franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ton métier, en fait, on pourrait se dire, ok, mais en fait, les métiers de formation un petit peu comme ça, c'est devenu un petit peu mainstream, c'est galère à scaler, mais au final, tu as su te positionner sur un marché qui est en pleine croissance. Donc, tu as su te calquer un petit peu à tout ce business. Donc, ça, c'est super cool. C'est super cool, pardon. Et tu vois, moi j'aime bien ce métier-là. Aujourd'hui, c'est qui tes clients idéaux? C'est qui que tu accompagnes concrètement? Ok, c'est une très bonne question. En fait, on a plusieurs produits, mais ça a été très facile pour moi de vendre. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu comme de la vente, puisqu'au final, à l'époque, quand j'ai lancé Care, j'étais encore en CDI, donc j'étais salariée, et je me rendais pas forcément compte de ce que j'étais en train de créer. Je voulais juste, moi, aider des profils comme moi qui galéraient à trouver un job en start-up parce qu'ils n'ont pas fait de grande école, ils ne viennent pas de Paris, donc ils n'ont pas forcément le réseau et l'environnement dans lequel on peut plus facilement trouver un job en start-up. Et donc, je me suis dit, tiens, on a beaucoup d'entreprises qui recrutent des CSM. C'était maintenant il y a 4 ans, donc le métier était en pleine expansion et encore plus maintenant. Et il y avait très peu de profils qui connaissaient le métier de CSM. Donc, je me suis dit, on va faire rencontrer ces deux entités, donc les entreprises et les profils qui veulent devenir CSM. Et donc j'ai d'abord aidé des profils comme moi, donc comme je disais, issus peut-être de provinces et grandes villes également, mais qui n'ont pas d'études, pas fait d'études, etc. Et ensuite, c'est aussi des profils comme moi pour le produit plutôt expert, donc ceux qui montent en compétences. C'est qu'il n'y a pas de formation à l'époque sur le Customer Success et ceux qui veulent monter en compétences, voir les bases, il n'y avait pas de produit. Donc j'ai voulu finalement créer moi les produits qui m'auraient plu à moi. Voilà. Donc les clients sont un petit peu comme moi finalement. C'est très cool, tu mets un petit peu du renouveau sur le marché, donc ça c'est très bien. Et pour ceux qui savent pas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de CSM, mais pour ceux qui savent pas c'est quoi ce métier, est-ce que tu pourrais leur expliquer un petit peu plus? Oui, je vais l'expliquer assez facilement. On parle beaucoup d'acquisition et sur un cycle en fait de vie d'un client, on a d'abord le prospect, donc qui devient client une fois le closing effectué, et une fois qu'on a le client qui devient client, finalement on n'a pas trop de suivi. On a effectivement les anciens métiers, gestionnaire de clientèle, etc. Mais le customer success, c'est super simple, c'est juste on se concentre sur l'objectif du client et on va faire en sorte de lui apporter du ROI, du retour sur investissement. Et grâce au Customer Success, en fait, on va faire en sorte que le client ait conscience qu'il est du succès
qu'il atteigne son objectif grâce aux produits ou aux services vendus pour qu'il rachète, il reste dans le temps ou il devienne aussi ambassadeur et nous permettent en fait d'acquérir de nouveaux clients gratuitement. Ok, c'est trop cool. Et vraiment, est-ce que toi, personnellement, tu avais quelque chose qui te faisait peur au début de ton lancement? Est-ce que tu es parti sans trop savoir si ça allait vraiment fonctionner ou pas? Je pense qu'il valait mieux pas que je réfléchisse trop. Comme je disais, en fait, je me rendais pas forcément compte de ce que j'étais en train de faire. C'est plus après, au final, où là, je me suis rendu compte que ça devenait quelque chose et que ça plaisait, où j'ai dû me poser des questions pour que ça continue, que ce projet soit périn. Mais au début, c'est vrai que si j'avais réfléchi, finalement, j'aurais jamais lancé ce projet. Et c'est devenu concret le jour où j'ai fait ma première rentrée. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on a vendu la formation à des profils, mais au final, on n'avait pas encore d'entrée d'argent, il n'y avait rien de concret en fait. J'avais juste les appels, donc moi c'était juste du temps, je parlais de ce que je faisais, de ce qui me plaisait. Et c'est par contre quand j'ai fait la rentrée, où j'ai vu les personnes qui étaient présentes, où là je me suis dit, ah ok, en fait c'est concret, ça y est, on se lance dans quelque chose. Et en fait, suite à notre première promo, on a eu l'entièreté des candidats qui ont été recrutés. Et ils venaient vraiment de tout milieu. On avait des anciens de la banque, anciens qui vendeurs en boulangerie. Et ces 10 personnes ont été facilement recrutées dans les 2-3 mois qui ont suivi la fin de formation. Et là, je me suis dit, ok, Magnifique. là, ça me fait quand même poser des questions. Et est-ce que ça va devenir un vrai projet finalement? Du coup, ça a été le cas. Ça a été le cas. Ouais. Et tu vois, Ça a selon été le cas. toi, c'est quoi vraiment l'élément déclencheur qui fait que bah forcément ces banquiers, etc., bah, ils se reconvertissent entre guillemets en CSM? Ok, en fait, c'est plein de choses. Je pense que c'est. Il y a plusieurs euh, déclics chez les personnes. On a certains qui cherchent une meilleure rémunération, d'autres qui vont chercher de la reconnaissance. C'est vrai que le métier de Customer Success, pour ces personnes, c'est chouette parce que on est à la fois au cœur, en fait, au milieu entre les clients et l'équipe en interne. On a finalement plein de valeurs parce qu'on a tous les retours clients qui vont servir à toutes les personnes, enfin toutes les équipes, à l'équipe marketing qui va pouvoir mettre en avant certains verbatims, par exemple, que les clients nous ont dit. On va faire les retours à l'équipe produit pour faire évoluer le produit, l'équipe commerciale pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant pour leur vente, etc. Et donc, je trouve que ça, on a une certaine reconnaissance. C'est aussi un métier il n'y a pas de routine en fait, on a des clients différents chaque jour, on a beaucoup de missions, c'est très stratégique, c'est aussi un métier où on peut le faire dans plusieurs secteurs d'activité, donc ça c'est chouette en fait, on peut très bien travailler pour un SaaS dans la food, un SaaS dans le marketing, etc. Et voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ah, mais c'est vrai que c'est super intéressant, tu vois. Surtout que, typiquement, par exemple, moi, dans mon activité, j'ai besoin de CSM. Plus tard, je vais déléguer à partir du moment où je vais atteindre un certain palier. Ça va être super intéressant et super important pour moi de déléguer pour la délivrabilité client. Et c'est vrai que sur ça, sachant que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es sur un marché qui est vraiment en pleine croissance. Donc, je pense que ton métier, en fait, il va être littéralement en pleine croissance tout le temps, vu que bah, forcément, tu auras forcément besoin t'auras beaucoup de personnes qui vont te contacter pour obtenir justement des CSM. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu mets en place? Est-ce que tu les formes juste ou tu les aides à intégrer également une équipe? On essaye de les intégrer dans une équipe. En fait, on a la méthode pour eux, leur donner toutes les clés pour être recrutés. Par contre, on travaille déjà avec des entreprises. Parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup axé sur nos deux programmes pour trouver un emploi, donc plutôt dans le B2C. Mais on travaille aussi en B2B avec des entreprises qui veulent former leur équipe. On a des grosses structures. Par exemple, là, on a été contacté par une entreprise qui souhaite recruter 25 CSM et elle a besoin que ses équipes soient opérationnelles rapidement. Donc, elle peut faire appel à nous pour former ses équipes, mais également sur la partie recrutement, où justement, aujourd'hui, on a un levier, on a un pool de 700 personnes avec 30 nouvelles personnes chaque mois qui sont disponibles dès maintenant et prêtes à être recrutées. Et tu disais quelque chose qui était intéressant, je me permets de rebondir. Tu parlais que potentiellement tu aurais besoin d'un CSM prochainement, mais c'est vrai que au départ, même quand on est tout seul, on peut quand même déjà commencer à mettre en place une stratégie de customer success. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on évolue, on a peut-être besoin de quelqu'un. Enfin, c'est le propre de l'entrepreneur et d'une entreprise. À un moment donné, on a besoin de déléguer. Mais ça peut être une stratégie qui peut être mise en place dès le début et je le conseille fortement aux entrepreneurs. Et justement, tu me parles de cette stratégie. Comment est-ce que tu la verrais, toi?
Alors ça dépend du produit ou du service qui est vendu, mais en tout cas ce qui est sûr, je sais parce que même moi, alors pourtant je n'ai du customer success et c'est normal je pense au début quand on se lance, on va forcément, on doit aller chercher des nouveaux clients, ce qui est logique, mais en fait dès qu'on a nos premiers clients, même le tout premier, il faut qu'on ait déjà une stratégie customer success. Après, ok, on t'a vendu un produit, on t'a vendu un service, t'es venu pour cet objectif, on va tout faire, on va tout mettre en place pour que tu atteignes cet objectif. Et pour ça, il faut être structuré, il faut vraiment avoir un plan d'action et qu'on le délivre, ce plan d'action. Et ça va aller aussi par un bon onboarding, enfin tout le cycle de vie d'un client finalement. On va passer par l'onboarding d'abord avec justement le fait qu'il ait un plan d'action simple, qu'il comprenne à chaque étape à quoi ça va ressembler, qu'il ait la première valeur le plus rapidement possible. En gros, on a l'objectif final, donc ça dépend du produit ou du service vendu, mais avant cet objectif final, il faut qu'il ait des petites victoires constamment pour qu'il puisse être satisfait du service ou du produit qu'il a acheté. Totalement, c'est un peu comme ce que disait Alex Hormozy, qui est vraiment dans la croissance de ton client concrètement. Tu dois mettre des petits succès tout au bout du chemin, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant. Et tu vois, moi, je me pose une question, c'est que souvent quand on entend le mot CSM, eh bien, on pense souvent à coach de coach. Tu vois, on pense souvent à ce métier ok, mais en fait, ton seul métier, ça va être d'accompagner, on va dire, d'améliorer la delivery d'un autre coach business, entre guillemets, sur le marché. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là qui pensent comme ça? Ok, bah tu sais, c'est la première fois que j'entends ce discours-là, parce que c'est vrai que moi j'échange plutôt forcément, tu vois, avec des SaaS, et donc j'ai pas forcément ce discours-là, mais franchement je pense que c'est pas forcément une clinique, c'est plutôt positif, parce que pour moi, quand on parle de coach, c'est quelque chose où on parle d'humain, et donc au final, je trouve que c'est plutôt même valorisant, parce que au final, le CSM, c'est le partenaire stratégique quand on se présente comme ça en fait, parce que l'intitulé CSM ne parle pas forcément à tout le monde, et en général le CSM dit je suis là pour que vous atteigniez vos objectifs, je suis votre partenaire stratégique, votre partenaire business. Donc au final, je suis plutôt ok avec ce terme-là. Enfin, je sais pas si tu me disais ça en mode plutôt Non, mais péjoratif ou non, mais après, vu que moi, on va dire, moi, je forme pas les CSM, on peut avoir différents avis, entre guillemets. Moi, c'est vrai qu'au début, je pensais beaucoup comme ça, tu vois. ok. Et au final, c'est vrai que c'est une tendance qui se démocratise un petit peu, je trouve, de penser de cette manière-là. Au final, c'est vrai que c'est pas forcément péjoratif. C'est plutôt même positif de se dire, en fait, tu contribues à la croissance de tes clients, quoi. C'est ça, et surtout que là, avec l'arrivée, enfin, elle est déjà arrivée, mais en tout cas, l'utilisation de plus en plus fréquente de l'intelligence artificielle, et moi je l'utilise hein, pour le travail et c'est ok, je pense que maintenant on peut plus s'en passer, mais ce qui fait la différence, et je pense que c'est pour ça que ce métier va continuer à exister, c'est qu'on a besoin à la fin d'un humain derrière qui comprend clairement les enjeux. On ne parle pas forcément que de stratégie business, mais vraiment après comment humainement on met en place cette stratégie. Complètement, complètement. Justement, tu vois, tu me parles un peu d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'avec l'arrivée d'OpenClaw, de Claude, tout ça, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu te dis, ok, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? On va dire, est-ce que tu as peur que ça te remplace? On parle souvent ok, j'ai peur de me faire remplacer mon métier par l'IA, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit? Non, au contraire, je prends plutôt ça comme un défi et je trouve ça même plutôt pas mal parce que aujourd'hui, il y avait encore beaucoup de confusion et de clichés sur le métier de CSM. Souvent, c'est confondu avec du support. Je pense que ça, par contre, tu as peut-être déjà dû l'entendre aussi. Oui, Et pour moi, le métier de CSM, c'est vraiment beaucoup plus stratégique que ça. Et ça va peut-être faire un petit peu un tri dans les missions. Et au final, aussi, ce qui arrivait beaucoup, c'est qu'un CSM a énormément de missions, lui demande beaucoup de choses et ça va lui permettre de gagner du temps et d'être encore plus efficace et encore plus pertinent sur ce qu'il va proposer. Donc au contraire, c'est un beau défi et je pense un beau challenge pour le CS. c'est ça. Exactement, parce qu'au final, un CSM contribue énormément au résultat de la boîte, quoi. Finalement, Exactement. sans lui, chiffre d'affaires, en fait, certaines personnes ne vont pas arriver à leur objectif et du coup, bah, la boîte, elle va pas également augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important. Complètement. Et ouais, franchement, parce que moi au début, je me disais, ça me ferait quand même peur, tu vois, avec tout ce qu'on voit maintenant avec, avec l'IA.
je me suis dit, mais en fait, est-ce que les personnes auront vraiment besoin de nous au final? Ouais, après, tu vois, c'est ce qui est, je trouve ce qui est simple pour remettre un petit peu les choses en perspective, c'est toi, en fait, en tant que client, essaye de t'imaginer les situations où tu as dû avoir enfin, un CSM. Donc, je pense notamment là où on voit le plus de CSM, c'est sur, enfin, dans le milieu des SaaS. Quand ils ont des grosses structures avec 1000 utilisateurs, est-ce que, en fait, et les entreprises payent un certain montant? Est-ce que ces entreprises, elles vont être OK de payer l'abonnement et en fait avoir des formations, un suivi par l'IA ou alors elles vont quand même préférer un humain? Et je pense que la réponse, elle est... Complètement. Voilà, Bien sûr, tout le ouais. monde... Non. Ouais, des êtres humains avant tout, c'est vrai que c'est beaucoup, il y a beaucoup de psychologie, notamment dans le business, tu vois, par exemple, pour parler un peu de moi, je suis vraiment axé sur le neuromarketing. Je pense que vraiment le business, c'est vraiment le pilier principal, c'est vraiment la psychologie humaine. Donc, c'est vrai que ce côté humain, etc., ce biais cognitif qui s'appelle le biais de proximité, c'est vrai que c'est ultra important, notamment, et c'est vraiment ça qui va notamment beaucoup freiner, entre guillemets, l'arrivée d'intelligence artificielle dans nos métiers, quoi. Pour pas C'est qu'ils ça. nous remplacent, entre guillemets, quoi. C'est ça, et même si je pense que ça va être de mieux en mieux, parce qu'on est d'accord que pour l'instant, je sais pas si tu as déjà reçu des appels de commerciaux IA, c'est une catastrophe, mais je pense que potentiellement, effectivement, dans quelques temps, peut-être même pas forcément quelques années, mais quelques temps, ça va être pas mal, ça va vraiment imiter l'humain, ça va peut-être imiter l'empathie, etc. Mais réellement, en fait, on veut un humain, enfin, on est des êtres où on a besoin d'échanges. Je pense il y a une certaine limite à ça. Ouais, Et peut-être que ça fonctionnera pour s'il y a plusieurs niveaux, par exemple le niveau zéro, comme ce qu'on a aujourd'hui avec les chatbots. Mais au bout d'un moment, surtout si tu veux un service plus premium, il y aura forcément besoin d'humains. bien sûr. Et tu vois, juste pour rester un peu dans l'IA, je sais pas si tu as vu un petit peu, je sais pas si tu connais Tougan Barra. Non, je connais pas. Tugan, c'est une personne, c'est un gros entrepreneur. C'est un infopreneur de base. Et en fait, il disait, lui, son point de vue, c'était vraiment que l'intelligence artificielle va remplacer de plus en plus de personnes au fur et à mesure. Il y a beaucoup de métiers un peu opérationnels. Et qu'au final, les personnes vont beaucoup se rattacher à tout ce qui est divertissement. Du coup, le métier du divertissement, le métier de la création de contenu, etc., c'est vraiment quelque chose qui va devenir vraiment extrêmement mainstream. Tu vois? Moi, je suis curieux d'avoir ton avis un petit peu sur ça. Et Ok. comment est-ce que toi, tu le verrais par rapport à ton métier actuel de CSM? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu pourrais te calquer? Ok, là en fait tu parles plus, donc, en fait il y aura plus de quantité, c'est ça? Plus de quantité de contenu, etc. Ouais, c'est ça exactement. Et peut-être que Sera beaucoup mis en avant. Ok, ok. Et ça peut être intéressant, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui par rapport déjà aux générations précédentes, c'est quand même, on a beaucoup plus de temps pour tout ce qui est divertissement. Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop occupé pour beaucoup à être sur les téléphones, les réseaux sociaux, du scrolling, etc. Mais effectivement, je suis d'accord que ce temps, finalement, il pourrait être mis à contribution. Par exemple, je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément le temps de faire énormément de sport ou de lire énormément. Et on se rend compte en tout cas que de plus en plus, on voit que tout le monde se met au sport énormément ou sur d'autres passions. Je parle du sport parce que c'est ce qui parle souvent le plus. Et finalement, tu vois, quand tu parles de quantité, bah, pourquoi pas? On aura plus de temps, donc on va pouvoir peut-être ingérer plus de quantité. Et je pense qu'il y aura forcément dans cette absorption de contenu, à la fois du contenu humain et à la fois du contenu IA. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de voir la diversité des choses. Et voilà, après, je sais pas si je t'étais réellement la question que tu m'avais posée, si je suis pas Franchement, en train de... tu as relevé le tout. C'était super intéressant ton point de vue. Et ouais, franchement, ouais, c'est vraiment important. Et tu vois, moi, j'ai remarqué un truc qui est super intéressant dans ce que tu proposes, notamment sur LinkedIn, etc., sur tes différents réseaux. C'est que finalement, on pense souvent que les métiers de formation, c'est vraiment des métiers physiques, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que tu as su calquer le digital et le physique. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà prévu de base? Est-ce que tu le vois vraiment le levier, le potentiel que tu pourrais avoir pour la suite? Tu parles plutôt de notre programme qu'on varie entre le digital et le physique, c'est ça? C'est ça, ta présence digitale. Et je suppose que tu trouves beaucoup de clients également
via les réseaux sociaux, etc. Ouais, ok. En fait, ça m'a fait penser à autre chose, donc tu me diras si je pars peut-être un peu trop loin, mais t'as complètement raison. Je pense que tout est une question d'équilibre. Je disais tout à l'heure, déjà, moi j'utilise l'IA par exemple pour créer du contenu, mais je n'utilise pas que l'IA parce que ça se voit de toute manière. Je pense que, encore une fois, dans toute la quantité qu'on a de contenu, malheureusement, ceux qui n'utilisent que l'IA sans partir de leur propre réflexion, c'est pas terrible. Par contre, par exemple, ce que je fais, c'est que je pars en fait des histoires que je vois tous les jours en échangeant avec nos clients. Souvent, je enregistre nos rendez-vous, pardon, nos lives, etc. Je vais enregistrer des échanges, des questions qu'on va me poser, et à partir de ça, je vais transformer ça en contenu et je vais, pour créer plus rapidement, parfois utiliser l'intelligence artificielle. Et par rapport à notre programme, donc du coup, je pense que ça peut être aussi intéressant. Les personnes aiment aussi avoir l'équilibre entre dès que du contact humain, donc c'est pour ça qu'on a des masterclass en live avec des intervenants, mais ces personnes aiment bien aussi travailler de manière asynchrone, en individuel. Et en fait, dans les semaines, on a à la fois des journées, par exemple le matin, où ils travaillent de leur côté avec du contenu en e-learning, des vidéos, des documents à lire, des exercices à faire, et ensuite l'après-midi avec des échanges humains. Et c'est, je pense, ça notre force, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et je vois peut-être un peu trop, surtout sur la partie formation, soit en fait on part sur un extrême, soit vers l'autre. Donc voilà. Ok, ouais, complètement, complètement. Et toi, tu donnes pas mal de critères. C'est vrai que aujourd'hui, pas tout le monde n'est capable d'aligner un petit peu tout ce que tu as dit justement dans ton argumentaire. Est-ce que pour toi, tu as des critères spécifiques qui fait qu'une personne pourra être un meilleur CSM, entre guillemets, grossièrement, qu'un autre? Est-ce que tu as, des critères qui fait que, en fait, vraiment, telle personne, en fait, ça va vraiment être un bon CSM? Oui, complètement. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire et je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi un bon CSM c'est quelqu'un qui fait constamment une thérapie sur lui-même. C'est- Parce que c'est un métier qui est humain encore une fois. Et aussi je dis ça pour le métier de CSM, mais pour les commerciaux, en fait toutes les personnes qui ont du contact avec d'autres humains, forcément tu vas avoir à un moment donné des situations qui vont être plus difficiles. Un client qui peut être mécontent ou alors une situation très stressante et il va falloir gérer. Et toi aussi, tu es un humain et peut-être tous les jours, tu peux pas être en forme et être au max tous les jours. Et il faut arriver en fait à vraiment avoir des petits boucliers pour se dire là, je vais donner mon maximum d'énergie avec mon client et arriver en fait à pas prendre tout ce qui se passe en dehors du travail. Enfin voilà, arriver en fait à se mettre des boucliers et aussi à mettre ses limites. C'est pas parce que c'est ton client que j'aime pas du tout cette phrase. Le client n'est pas roi. S'il est client, c'est parce qu'il te fait confiance pour que tu l'aides à atteindre son objectif et c'est toi l'expert. Donc n'hésite pas à lui dire non quand il faut dire non. N'hésite pas à mettre tes limites et aussi ce qui fait la différence, c'est quelqu'un qui sait organiser son temps et qui sait le gérer. Il n'y a rien de pire que d'être absolument tout le temps disponible. Au contraire, c'est quand on donne par exemple un échange de 2 heures avec son client, on va partir dans tous les sens. Bon, parfois ça peut être sympa, mais en fait on va pas aller à l'essentiel et il vaut mieux prévoir des petits échanges juste écrits et en fait on va beaucoup plus vite, on est beaucoup plus efficace. Donc voilà, un petit peu je me suis éparpillée, mais c'est tout ça. Mais tu vois, moi, je me pose la question aussi, qui est que, tu vois, typiquement, moi, je pourrais pas prendre un CSM qui est pas compétent dans le domaine pour lequel je l'emploie. Tu vois? Du coup, est-ce que tu prends, admettons toi dans ton académie, est-ce que tu prendrais une personne qui n'a pas forcément de compétences ou quoi que ce soit, typiquement consultant en marketing, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place, que tu les formes dans un domaine spécifique? Complètement, parce que c'est même, on a tout le temps ça. Je pense à plusieurs personnes. On avait des formateurs chez Apple qui ont fini dans des SAS pour des notaires. J'ai une ancienne boxeuse qui bosse maintenant pour un SAS dans le BTP. Donc c'est quelque chose que je vois absolument tout le temps. Et au final, quand on est CSM, ce qu'on va d'abord chercher, en tout cas moi c'est ce que je privilégie si je devais recruter, c'est la motivation, les compétences humaines et ensuite finalement tout ce qui va être compétences techniques du métier, etc. C'est quelque chose qu'on peut très vite apprendre. Après, il faut quand même qu'il y ait une petite appétence, mais on peut avoir des surprises. J'ai beaucoup des profils qui passent par Care. Au début, ils sont pas trop intéressés par certains secteurs d'activité parce que ça fait peur. Ils vont
vont plutôt aller vers justement le marketing, le médical et des secteurs qui tentent moins, ça va être tout ce qui va être cybersécurité, le BTP, Ok. l'IA aussi, je pense que ça fait peur pour beaucoup. Et au final, ces secteurs-là recrutent énormément et ils sont assez ouverts à recruter des profils qui n'ont pas les compétences techniques. Et c'est toujours des belles découvertes en général. Bien sûr, forcément, oui, un peu. On va dire, plus tu es niché, plus tu peux avoir, entre guillemets, parce que tout le monde travaille un peu pour l'argent, tu peux avoir de belles primes, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Surtout dans tous ces métiers, comme tu disais, intelligence artificielle, cybersécurité, etc. Je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais est-ce que c'est plutôt ce côté technique qui leur fait peur, selon toi? Ce côté. Oui, complètement. Alors après, je pense technique, mais pareil, tu vois, BTP, je pense que c'est pas de base un secteur qui donne très envie, alors qu'en fait, ou même je pense aussi à Sencrop, tu vois, des entreprises qui travaillent avec des agriculteurs, alors qu'en fait, dans ces métiers-là, si tu penses vraiment clients, ils sont super sympas, tu vois, tu vas travailler avec des artisans, avec des agriculteurs, et justement, je trouve que c'est super chouette d'aller aider ces profils à se digitaliser. Souvent, c'est ce que je disais, c'est des belles surprises. Les clients sont sympas dans ces secteurs. Complètement. Et toi, tu me parles de digitaliser. Est-ce que toi, pour toi, c'est vraiment important, même pour un business physique, de se digitaliser complètement on va dire, être présent, omniprésent sur, on pourra dire, tous les canaux, on va dire? Je pense pas qu'il faille aller sur tous les canaux. Faut y aller progressivement. Je te donne un exemple, à tort peut-être, mais j'ai l'impression que pour moi ça a fonctionné. Quand j'ai commencé à créer Care, j'ai privilégié LinkedIn. Aujourd'hui, c'est trop bien. J'ai une belle communauté sur LinkedIn. Je fais des posts avec beaucoup d'impressions. Mais j'ai absolument pas augmenter, pas augmenter, j'ai pas le mot, travailler sur mon compte Instagram par exemple, ou sur YouTube. C'est seulement maintenant où je commence à travailler. Et pourtant, tu vois, ça a fonctionné pendant 4 ans, j'ai réussi à m'en passer. Et je pense qu'aller sur partout s'éparpiller, ça peut être une méthode, mais en tout cas, pour moi, c'est pas celle que j'ai choisie parce que je trouvais que c'était plus facile de me concentrer sur un seul canal. Par contre, effectivement, c'est encore une question d'équilibre. Je pense que si on n'est que en physique, ça peut être quand même intéressant d'aller sur du digital parce que je pense, par exemple, aux restaurants, très bien, elles sont peut-être bien placées, donc elles vont amener du monde, mais d'avoir aussi peut-être une visibilité, des avis, par exemple, en ligne, etc., ça va leur ramener aussi un peu plus de monde. Bien sûr, ouais, toute cette question de preuve sociale, etc. Beaucoup axé sur ton remarketing finalement, Oui. complètement. Complètement. Et puis, tu vois, tu me disais que tu partais un peu sur Instagram, YouTube, etc. C'est vrai que c'est super intéressant vu que, si je me trompe pas, tu es vraiment sur du B2B. Donc voilà, ce serait pas vraiment intéressant, par exemple, de partir sur du TikTok ou tu es vraiment axé sur du B2C, quoi, dans ce cas-là. Donc ouais, On est non, sur les deux, donc voilà, c'est ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Plutôt d'accord avec toi. Et tu vois, tout à l'heure, tu me parlais un peu du côté sportif. Tu vois, tu m'as dit le mot boxeur, boxeuse. Donc moi, je suis boxeur aussi à côté. Je suis ok, à côté. trop bien. Donc, est-ce que pour toi, là, un bon CSM qui ne fait pas de sport, ça peut être un bon CSM? Oui, bien sûr. En fait, j'aime bien les sportifs parce que souvent, ils ont... Ça dépend lesquels, mais on a beaucoup de compétiteurs, quoi. Ils ont envie de gagner, c'est des persévérants. Donc, c'est souvent des qualités comme ça qui peuvent intéresser. Mais après, en fait, c'est pas forcément le sport. J'aime beaucoup des profils qui ont des passions. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les personnes avec qui on travaille chez Care. On a décidé à chaque fois, ça s'est fait comme ça, des profils qui ont des passions. On a des personnes qui font du kite, donc ça reste du sport, mais également des profils qui écrivent, qui lisent énormément. Donc je trouve c'est intéressant d'avoir voilà, des profils qui sont passionnés par des choses euh, parce que ça montre certaines, je pense, soft skills. Complètement. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que la lecture, etc., en vrai, c'est super intéressant. Mais en fait, moi, c'est surtout ce côté où souvent on a tendance à, enfin moi en tout cas, j'avais beaucoup tendance à croire que, en fait, un CSM, c'est juste un gars qui est souvent derrière son ordi, parce que c'est beaucoup sur la digitalisation maintenant. Beaucoup derrière son ordi, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que bah, il bouge pas beaucoup, il fait que ça de sa journée. Et est-ce que cette performance qu'il n'a pas spécialement au sport, ça affecte beaucoup sa performance qu'il va donner en termes de délivrabilité pour ses clients? Tu vois. Je pense que ça dépend. En fait, comme je disais, ça pas forcément.
des fois, ça dépend des personnalités aussi. C'est vrai que j'aime bien, moi, parce que je suis aussi sportive. Bon, pas comme toi, je fais pas de la boxe et je suis pas dans le cadre professionnel, hein, juste pour en loisir. Mais je pense que ça dépend, tu vois, tu as aussi des profils qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport, je pense notamment aux parents, tu vois, et pourtant ça fait des bons CSM parce qu'ils ont un quotidien aussi très chargé et c'est un autre type de performance, mais non. D'accord. Toi, est-ce que toi, dans ton métier, tu vois, typiquement, moi, les personnes que je refuserais, les personnes qui veulent devenir millionnaires du jour au lendemain, est-ce que toi, typiquement, tu as une certaine, certaines personnes ouais, que tu refuserais systématiquement dans ton métier? Oui, je pense, tu sais, les mauvais sceptiques, enfin un peu, qui remettent absolument tout en question, mais de manière très négative et qui Ok. se donnent beaucoup d'excuses. En fait, c'est ça, les profils qui se donnent beaucoup d'excuses, c'est difficile. En fait, je préfère quelqu'un qui a pas beaucoup de compétences techniques, mais qui est motivé. La motivation, ça fait tout pour moi. Alors que quelqu'un qui vient et qui traîne des pieds et qu'il faut tout lui donner, en général, on n'a pas ces profils-là chez Care. On a plutôt des personnes qui, si elles s'inscrivent, elles ont envie d'y arriver. Parce que même si on leur propose la méthode, même si on est là pour les former, finalement, les entretiens derrière, c'est pas nous qui les faisons, c'est eux qui doivent gérer. Et donc, pour moi, c'est important voilà, qu'il y ait des profils qui soient prêts à passer à l'action. Voilà. C'est vrai que c'est super intéressant. Super intéressant. C'est vrai que tu vois que tu as quand même un gros panel de clientèle qui est totalement différent. Tu as plus de pourcentage, on va dire, de personnes qui sont CSM dans le digital, on va dire coach de coach, consultant marketing, ou plus de CSM, on va dire physique actuellement. Quand même plus digital, mais j'ai un peu de tout. J'essaie de trouver des exemples. Donc, on a à la fois des profils qui sont en freelance, on a des profils qui sont en CDI, en CDD, on a des profils qui sont en télétravail, des profils qui sont en présentiel, et ça va surtout dépendre des clients. Je parlais par exemple tout à l'heure des agriculteurs ou des profils qui sont pas forcément très connectés, et donc ces profils-là, les CSM en général vont faire des déplacements sur place. Mais ça reste quand même de plus en plus rare. Maintenant, quasiment tout le monde a accès à une connexion à Internet où on peut faire des visios. Donc, c'est souvent quand même à distance. Ouais, c'est vrai. Complètement d'accord. Oui, c'est vrai que maintenant la digitalisation, les réseaux sociaux, c'est vraiment un levier qui est ultra puissant. C'est vraiment quelque chose que toi, enfin, on a pu remarquer que toi, tu as pu mettre en place vraiment à profit dans ton activité. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ça le levier principal du succès, on va dire, de ta boîte actuellement? Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est la persévérance parce que, comme je disais, il y a beaucoup de défis, surtout dans le secteur de la formation. En plus, on a décidé, nous, enfin, d'avoir des financements via CPF, OPCO, donc des financements qui sont très très réglementés par l'État avec beaucoup de législation. On a d'ailleurs un nouveau décret qui est passé, etc. Et donc, on a pas mal de défis. Et c'est surtout, en fait, malgré ces défis, continuer, persévérer et pas abandonner malgré les erreurs. Et je pense aussi, tout est une question d'équilibre. Là encore, je pense que tout le monde peut faire différent, mais c'est ce que nous, en tout cas, ça a fonctionné chez nous. Et je sais que surtout chez les jeunes entrepreneurs, c'est pas forcément comme ça. Moi, je pense que c'est important d'avoir un équilibre parce que peut-être les toutes premières années, on a voulu être beaucoup dans la performance, on a énormément charbonné, on a beaucoup misé sur l'acquisition, c'est ma petite erreur du début, enfin, on y a pensé, mais on voulait encore plus miser sur le customer success. Et une fois en fait qu'on a retrouvé un équilibre où on a revu notre charge de travail à la baisse, peut-être on pensait au début gagner moins, mais au final ça a fait tout l'effet inverse. Ça nous a apporté plus de clients et en plus plus de sérénité. Donc avoir du sens aussi, je pense, dans ce qu'on fait. Quand je parle de customer success, finalement, tu vois, quand tu es là et t'aides réellement tes clients, et que tu vois qu'ils ont des objectifs grâce à ce que tu leur as vendu, grâce à ton produit, grâce à ton service, je trouve que ça remet du sens et c'est surtout là, je trouve, que bah, du coup tout est positif et ça contribue au succès. Complètement. Super, super réponse en tout cas.
Tu vois, vu que tu es une des personnes qui a le plus démocratisé le métier de CSM, notamment pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Justine, je vous invite à vraiment aller voir sur LinkedIn, c'est vraiment très très solide ce qu'elle propose. Est-ce que toi, tu vois, tu me parlais un petit peu des législations, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur là, actuellement en France avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui déménagent entre guillemets leur société dans différents pays, que ce soit à Dubaï, etc. Est-ce que toi, c'est vraiment quelque chose qui... Tu t'es vraiment déjà posé la question? Est-ce que tu as des peurs particulières par rapport à cette législation qui pourrait littéralement faire couler ta boîte? Très très bonne question et pareil encore une fois c'est ma perception et je suis hyper ouverte et je peux comprendre aussi que certaines personnes aient envie de partir et ce n'est pas du tout du jugement quand moi je propose ma version des choses. Je pense que tout le monde a quelque chose, une version qui lui conviendra le mieux. Mais moi de mon côté, effectivement c'est quelque chose dont j'ai déjà réfléchi mais je n'ai pas envie de partir d'ici. Et encore une fois, j'essaye au maximum de ne pas donner d'importance à mes peurs, parce qu'on a tous des peurs, on est des humains, mais essayer de les faire taire au maximum, parce que c'est pas en leur donnant de la place qu'on va y arriver. Je préfère mettre mon énergie dans de la réussite et dans de la positivité. Et voir plutôt en fait à chaque, par exemple, nouvelle législation, des défis à gérer, une nouvelle aventure, des expériences plutôt que vraiment une contrainte. Mhm. Et jusqu'à présent, ça a été plutôt positif. Et pourquoi aussi on est quand même dans un secteur de la formation et avant tout, quand on a lancé ce projet, moi je voulais aider des personnes qui étaient comme moi, qui galéraient à trouver peut-être des postes bien rémunérés, à rejoindre certains secteurs comme ceux de la tech. Et ces profils, ils se situent en France, donc ça fait plutôt sens en tout cas pour notre business et moi en fait dans ma version, dans ma vision des choses de rester ici. Parfait. Franchement, c'est vrai que c'est un très bon point de vue, ça. C'est vrai que c'est ce côté de peur de mettre un silence sur ces peurs-là, c'est vrai que c'est super important. Et beaucoup de personnes devraient le faire aussi. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs devraient avoir un petit peu le même point de vue que toi. Et est-ce que toi, tu as vraiment eu vraiment une législation qui t'a vraiment mis dans le mal à un moment donné? Et Bah, puis, t'en as plusieurs. En fait, on a décidé, nous, d'avoir des financements parce que souvent, c'est des profils qui sont en recherche d'emploi, qui viennent aussi de milieux où il n'y a pas forcément des finances. Tu vois, on n'adresse pas des formations à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs. Souvent, comme je disais, c'est des profils qui sont plutôt sans emploi. Et donc, on a choisi les financements par CPF, par OPCO, et il y en a beaucoup de changements dessus. Donc on a eu le premier qui était de verser un acompte, ouais je crois que c'est ça, un acompte, ouais. de leur poche en complément de l'inscription au CPF. Et on a un décret qui est passé aujourd'hui, donc tu vois ton podcast tombe super bien, enfin il y a des plafonds en fait maintenant. Donc par exemple, tu veux accéder à une formation à 4 000 euros, tu n'as droit d'utiliser que 1 500 euros de ton plafond, enfin de ton CPF, et le reste tu dois le mettre de ta poche. Et ça c'est un défi pour nous, mais c'est vrai qu'au final c'est de l'argent, les salariés ont cotisé pour avoir cet argent, et souvent c'est des profils qui n'ont pas forcément les moyens d'ajouter cet argent. Donc pour nous c'est pas vraiment un défi parce qu'on sait que notre produit est top, notre programme est top et on a la majorité des profils qui peuvent se permettre de financer par eux-mêmes cette formation. Je trouve ça dommage parce que ça va limiter l'accès à cette formation à certains profils plutôt. Ça, plutôt les jeunes, du coup, pour Bah, lesquels... plutôt les jeunes, oui, ou même, tu sais, je pense aux mères seules, tu vois, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une formation, tu vois, c'est toujours les mêmes profils finalement qui sont, je trouve, peinés, non, c'est pas le bon mot, mais voilà, qui ont la punition en tout cas de ne pas pouvoir accéder C'est vrai que à dans ces un, formations, quoi. c'est vrai que dans un monde où, voilà, on a de plus en plus de jeunes, entre guillemets, qui veulent se lancer, qui veulent se digitaliser, c'est dommage de les brider un petit peu via une simple législation sur le CPF. C'est ça, après c'est notre choix, tu vois, je vais pas faire de politique, je m'en mêle pas du tout, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire des règles, mais ce coup-ci, bon, bah, c'est comme ça touche les formations. Mais voilà, en tout cas, on va prendre ça comme un défi et on va essayer de trouver des moyens pour ces profils-là aussi. C'est clair.
Et tu vois, si, admettons, tu as une personne là qui regarde cette vidéo, est-ce que, admettons, elle veut se lancer dans le métier du CSM, etc. On sait qu'il y a de plus en plus de centres de formation qui vont s'ouvrir sur ce métier-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là pour choisir vraiment un bon, un bon centre de formation, hormis passer par toi? Ce serait la réponse facile. Je pense on parlait tout à l'heure, tu sais, de preuves sociales. Je pense réellement aller regarder, se renseigner au maximum. De toute façon, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Si je veux devenir cliente, j'irai voir tous les retours des anciens clients qui sont passés aussi par cette formation. Aller voir les témoignages vidéo, aller voir les avis, aller contacter directement ces personnes pour voir ce qu'elles en pensent. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux, en fait, pour choisir d'aller se renseigner auprès des anciens clients. Non, complètement. Puis c'est vrai que la preuve sociale, finalement, c'est un biais cognitif qui est un des biais cognitifs les plus puissants chez l'être humain. Parce que c'est vrai qu'on réfléchit toujours de manière émotionnelle avant de réfléchir de manière rationnelle. Maintenant, il faudrait quand même faire attention parce qu'on a de plus en plus de facilité aujourd'hui à faire des faux avis. Ok. Donc, ce serait super important vraiment de cette partie, comme tu l'as dit, de contacter ces personnes-là et d'avoir justement leur feedback. Parce que ça se trouve, il y a des personnes, il y a de plus en plus de centres de formation. D'ailleurs, j'ai récemment vu un documentaire qui disait qu'en fait, entre centres de formation, entre établissements, ils se mettaient des faux avis, etc. pour littéralement, ou des bons avis, peu importe, hein, pour se mettre en avant ou pour se dénigrer. Parce que ouais, c'est vraiment quelque chose. Tu as déjà eu des clients, toi, qui sont vraiment venus uniquement par des recommandations parce qu'ils ont appelé d'autres personnes, etc. Complètement. Ben, on a à chaque fois plusieurs personnes, chaque promo, on a environ 5 personnes qui viennent des recommandations, donc qui sont des proches de ces personnes, mais quasiment toutes les personnes qui s'inscrivent, je leur conseille en fait d'aller voir nos anciens clients parce que justement on a confiance en ce qu'on leur a proposé, on a de très très bons retours, on a d'ailleurs sur notre chaîne YouTube énormément de témoignages. Et ce qui est chouette aussi, c'est que sans rien demander, on a nos alumni qui parlent de nous autour d'eux, que ce soit sur LinkedIn ou à leurs proches. Donc je les remercie pour ça et ça nous touche, ça montre que finalement on a eu de l'impact un petit peu à notre échelle dans leur vie et qu'ils essayent à leur manière de nous redonner ça. Donc tu vois, quand tu parlais des méthodes un peu frauduleuse de certains organismes. En tout cas, je pense que ces méthodes-là, au bout d'un moment, ça va se savoir et c'est pas les bonnes méthodes. Nous, on commence à avoir des concurrents, on s'entend très bien avec eux. Je pense que c'est aussi le jeu quand on veut se lancer. Qu'on a un business, on a forcément des concurrents. Et je trouve encore une fois, il vaut mieux donner de l'énergie à regarder un petit peu tout ce que les autres font et à s'encourager les uns les autres plutôt qu'aller rabaisser un tel. Et en plus, surtout pour de la formation, on n'a pas les mêmes programmes et je pense très bien qu'un client peut devenir client des 2 programmes par exemple ou trouvera le programme qui lui correspond le plus. Donc Complètement. voilà. Complètement. Et tu vois, est-ce que pour toi c'est important d'avoir suivi une formation avant de devenir CSM? Est-ce que juste l'expérience personnelle peut suffire? Parce que c'est vrai que il n'y a pas spécialement besoin d'un diplôme finalement pour exercer ce métier-là. Ah bah complètement, de toute manière, moi j'ai été CSM, j'avais pas fait de formation, même si à l'époque j'en ai cherché une et j'en ai pas trouvé. Et j'échange aussi avec, on a notre produit expert, donc c'est de la formation pour des personnes qui sont déjà CSM et qui souhaitent monter en compétences. Et tous ceux qui font cette formation, en général, n'ont pas commencé le métier de CSM par une formation, parce que ça n'existait pas. Donc oui, on peut complètement commencer sans formation, en plus ça permet aussi de passer directement à l'action. La seule chose en fait qui leur manquera, c'est peut-être, tu vois, le syndrome de l'imposteur. Donc on permet un petit peu de lever ce syndrome. Et finalement, tu vois, quand on fait ces programmes-là, on va donner le réseau, on va donner la méthode, on va peut-être lever un petit peu ce syndrome de l'imposteur, mais derrière, c'est surtout l'action qui va vraiment leur permettre de se dire c'est bon, ça y est, je suis un CSM. C'est vrai, concrètement, concrètement. C'est super intéressant. Tu as déjà eu des personnes, toi, qui t'ont dit, qui ont commencé à rentrer dans le métier de CSM, en fait, ils reviennent vers toi, en fait, je me sens pas légitime, etc. Au bout d'un Tout le moment. temps, tout le temps. Et puis tu sais, on a aussi du e-learning, donc tout un programme où on voit toutes les bases. On explique ce que c'est un customer success, on explique ce que c'est un SaaS, à quoi ça sert, on explique ce que c'est le churn, qu'est-ce que c'est un onboarding. Et même, tu vois, pour des profils qui ont 5-10 ans d'expérience, ils m'ont dit, mais en fait, c'est fou, je n'avais jamais mis les mots comme ça, parce qu'en fait, on m'a jamais appris les bases.
Et souvent, tu vois, quand tu as 5 ans d'expérience, par exemple, en tant que CSM dans la même entreprise, tu as la vision du Customer Success seulement de cette entreprise. Et on va dire que le programme CARE, ça permet en tout cas d'avoir une vision un peu plus large du métier parce que tu as la vision à la fois B2B, à la fois B2C, tu as la vision de plein d'intervenants, de plein de secteurs d'activité différents, tu as des cas pratiques dans des domaines différents, donc ça permet voilà, d'élargir un peu plus sa vision. C'est vrai que c'est super intéressant. Tu as déjà eu des personnes, du coup, toi, qui ont vraiment changé leur vie grâce au métier de CSM? Est-ce que tu as des personnes qui ont littéralement réalisé leur rêve? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller voyager, etc., qui veulent faire ce métier depuis chez eux, etc. Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui ont réussi à faire Alors passer? oui, j'ai pas envie, ce serait prétentieux de notre part de dire qu'on a changé leur vie et que c'est grâce à nous qu'ils ont fait ça. En tout cas, je pense qu'on a peut-être influencé et donné de l'impact positif dans leur vie. Je parle toujours des mêmes profils, mais c'est ceux qui m'ont marqué. Je pense à Larry, d'ailleurs j'ai échangé avec lui juste avant. Larry qui était participant de notre promo numéro 2, donc en 2022, ça remonte maintenant, qui m'a dit le premier jour de formation, moi je suis venue pour changer de vie. Il était manager chez Burger King à l'époque, avec des horaires pas possibles, un gros Burger King en Île-de-France. Et il avait deux enfants qui sont très jeunes, bon, maintenant qui ont 4 ans de plus. Et il m'a dit, moi je vois quasiment pas mes enfants, j'en peux plus, donc je veux changer de vie. Et il était tellement motivé, et pourtant tu vois, il n'avait pas d'expérience en tech, etc. Ça a été le premier à être recruté au bout de 3 semaines. Il est devenu onboarding spécialiste pour une food tech, et aujourd'hui il s'est lancé à son compte. D'ailleurs j'ai partagé aussi, je partage aussi son profil régulièrement parce que je trouve que ce qu'il fait c'est fou. Et tu as aussi des personnes qui étaient en freelance de leur côté. Ils ont peut-être des domaines d'activité particuliers. Je pense par exemple à Lucille qui est dessinatrice, je pense qu'on dit comme ça, mais pour tu vois des youtubeurs, elle fait aussi beaucoup de dessins pour les événements, etc. Sauf que ça lui permettait pas seulement en faisant cette mission-là, enfin ces missions-là, de vivre financièrement bien, et donc ça lui a permis d'avoir un complément de salaire sur Voilà. voilà, grâce à ça. C'est incroyable. Et tu vois, finalement, ça revient un peu à ce que je disais. Justement, j'avais un call juste avant de faire le podcast, c'est pour ça que j'ai dû prendre 1 ou 2 minutes de retard. Mais typiquement, c'est vraiment, quand tu fais ce métier-là, je dis toujours, mais en fait, tu ne dois pas penser qu'à l'argent, mais finalement, tu dois penser au fait que, en fait, tu as une responsabilité d'aider les personnes parce que tu as des compétences, tu as de quoi leur permettre de changer leur vie, en fait, de passer d'un point A à un point B. C'est C'est vraiment ça, c'est exactement ça. c'est dire, le fait d'aider les gens constamment en fait, à se faire de la reconversion professionnelle ou quoi que ce soit. Complètement, et je pense même que je fais ça pour tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, c'est ma vision des choses et je pense que c'est ok d'avoir des visions différentes, sinon ce serait bien triste le monde s'il n'y avait pas des avis différents. Mais je pense que quand on n'a qu'un intérêt financier, ça peut pas fonctionner sur le long terme. Je pense notamment quand on a des gros coups durs, parce que ça arrive forcément dans la vie d'entrepreneur, ou peut-être il y a des rares cas où ça va, mais il faut absolument du sens. Il faut les deux, il faut bien sûr de l'argent pour pouvoir tenir, mais il faut du sens dans son projet. S'il n'y a pas de sens, c'est compliqué. Bien sûr. T'as eu quelque chose, toi, qui t'a vraiment marqué, un événement qui t'a vraiment marqué dans le parcours entrepreneurial? Oui, j'en ai plusieurs. En fait, comme je disais au début, j'ai lancé ce projet, j'avais une idée, je voulais aider tout le monde, c'était chouette. Et j'étais plutôt un profil très people pleaser, donc je savais pas mettre mes limites, je disais oui à tout. Donc c'est pour ça que je disais que je recruterais pas finalement le profil que je pouvais être il y a quelques années. Et ça a été difficile le jour où j'ai dû déléguer et commencer à recruter et manager une équipe. Et je me suis rendu compte que ça avait aussi un aspect où il fallait développer son leadership. Et ça a été très compliqué parce que j'ai dû me faire une grosse remise en question et me dire que ça y est, c'était le moment où je devais apprendre à poser mes limites parce que sinon ça allait pas tenir. Et à cette époque-là aussi, un petit peu avant, j'étais toute seule sur le projet, donc je faisais à la fois les appels commerciaux, le marketing, je faisais le suivi des clients, le suivi des intervenants, bref, je faisais absolument tout dans l'entreprise.
Et comme je disais, je charbonnais énormément, je faisais des grosses journées, grosses semaines. Et si j'avais pas eu de l'aide à ce moment-là, si j'avais pas demandé de l'aide, je pense que ça aurait été très compliqué parce que euh, tout est une question d'équilibre. Et si on prend pas soin de soi, de sa santé mentale et qu'on prend pas de pause, en fait, bah, on peut pas tenir non plus sur le long terme. On est comme des athlètes, hein, finalement. On doit être bien, quoi. C'est ça exactement. C'est vrai que beaucoup de personnes ont également une vision de l'entrepreneuriat qui est assez compliquée. C'est vrai que généralement, quand tu deviens CSM, tu es, un petit peu un entrepreneur, tu es un solopreneur où tu vas aider, tu vas délivrer des personnes avec qui tu travailles. Mais c'est vrai que ce métier d'entrepreneur, quelque chose qui est assez compliqué, surtout au début. Le plus dur, on dit souvent que c'est de 0 à 10. Tu vois, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça? Tu penses de 0 à 10 de quel Le point de vue? chiffre d'affaires, on va dire. Pour les En personnes chiffres, qui démarrent de zéro, quoi. Tu vois? ça dépend, encore une fois, ça dépend de ce que tu vends, du montant de ton produit. Moi, je dirais plus, tu vois, de mon point de vue, c'était les premières années, le temps que tu construises tout. Donc, est-ce que c'est l'équivalent du 0 à 10? Peut-être, tu vois. Mais c'est surtout ça, je pense, le temps de consolider son produit, de consolider aussi son système d'acquisition, de tout consolider. Ça peut prendre en général jusqu'à 3 ans. Nous, ça arrivait à peu près à 2 ans, tu vois. Ok, c'était 2 belles années, quoi, du coup. Ouais, c'est ça, 2 belles années. Ça peut prendre aussi moins de temps, hein. Il y a certains qui ont de la chance et ça leur prend peut-être un peu moins de temps aussi. Après, ça dépend aussi des process. Tu t'étais fait accompagner? Pas du tout, et je pense que c'est ça aussi le gros défi. J'avais pas du tout, j'ai pas d'exemple d'entrepreneur autour de moi. Mes parents viennent pas du tout de ce domaine-là. J'avais pas d'amis entrepreneurs, et donc je pense aussi que ça prend plus de temps aussi quand on se débrouille tout seul. On fait forcément des erreurs, et c'est ok. Ça apprend aussi à ne plus les faire après. Mais voilà, c'était plus au début tout apprendre finalement. Apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat tout en essayant de gérer une entreprise, c'est difficile, c'est un gros défi. Bien sûr, bien sûr. C'est totalement normal, mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, tu regrettes pas du tout le choix que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est plutôt ça, finalement, la finalité de toute chose, quoi. Du business que tu lances, c'est de Exactement. regretter. Et tu vois, du coup, là, ça fait 4 ans que tu t'es lancé. On va parler un petit peu chiffres. Ça te dérange pas? Pas du tout. À combien de chiffres d'affaires tu tournes actuellement, par exemple, sur l'année 2025? Est-ce que tu as essayé de fourchette de... Oui, ben on tourne à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est très bien, on espère faire plus pour la suite, pour que ce soit encore plus gros. En fait, je me dis que plus le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire aussi que plus le customer success augmente en France. Donc c'est un double objectif. Bien sûr. Franchement, félicitations. Franchement, 1 million, c'est pas donné à tout le monde. Surtout sur un métier qui parle presque de zéro, quoi, finalement. Le fait de démocratiser ce métier, etc., d'atteindre de tels paliers, franchement, c'est incroyable. Et surtout, en seulement, on va dire, 4 ans d'existence, c'est quand même magnifique, quoi. Merci pour tes félicitations. Franchement, c'est nickel. Est-ce que tu penses que c'est un métier, t'as des objectifs, on va dire, est-ce que c'est un métier, on va dire, qui va, selon toi, continuer à évoluer? Oui, peut-être que ça changera aussi d'intitulé. C'est possible finalement, tu vois, c'est un peu les anciens gestionnaires de clientèle. Là, on l'a un petit peu digitalisé et c'est beaucoup plus axé sur le succès. Maintenant, je vois aussi d'autres intitulés. Alors, je n'ai plus l'intitulé exact, mais plutôt orienté valeur que succès, ce qui revient un petit peu au même, mais voilà, c'est plus valeur. Je vois aussi, tu sais, dans le customer success, on pense beaucoup au SaaS, au métier où il y a de la récurrence, mais pas forcément. Je vois là où il y a des clients, finalement, pour moi, il y a du customer success. Donc, au final, oui, peut-être sous d'autres intitulés, la gestion aussi de communauté. Bref, il y Ouais, a non, encore un bel avenir. c'est pas la même chose, donc c'est super cool. Super cool. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui regarderait cette vidéo là actuellement pour arriver un petit peu à la fin du podcast? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne lambda, une personne jeune, moins jeune, etc., qui voudrait se lancer dans ce métier-là, qui voudrait même se lancer globalement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais un conseil qui t'a toi vraiment marqué, vraiment aidé?
Oui, il y en a plein. Je vais essayer de trouver le bon. Je pense, là, tu as parlé d'entrepreneurs, donc ça me parle un peu. Et je pense que ça parlera aussi à ceux qui veulent devenir CSM. En fait, il faut toujours voir la personne qui est en face. Donc, par exemple, si tu veux devenir CSM et tu penses au recruteur, pense au recruteur, c'est quoi son objectif, c'est quoi son résultat, son succès, ça veut dire quoi. Et pour les entrepreneurs, ce serait aussi, comme je le disais, on pense beaucoup à l'acquisition, ce qui est normal, mais pour faire une belle boucle qui fonctionne bien, un beau système qui fonctionne bien, pensez aussi Customer Success dès le départ. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un CSM dans son équipe, même vous seul, vous pouvez déjà mettre en place un process de Customer Success en créant par exemple tout le parcours client. En remettant la boucle, c'est-à-dire qu'une fois que ça y est, le client a atteint son objectif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va racheter? Est-ce qu'il va recommander autour de lui? Est-ce que en fait, je peux prolonger si il a un service? On va voir toute la boucle aussi et ça va permettre, je pense, aux entrepreneurs quand on pense Customer Success, je le répète souvent, mais c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Parce que quand on va chercher toujours plus de clients et que ça peut être vite fatigant, alors qu'en fait, quand on a des clients, une boucle qui fonctionne à elle toute seule, c'est quand même beaucoup plus périn et c'est satisfaisant de voir ses clients réussir. Complètement. Et tu vois, j'ai encore une petite question, je pense que ça va être la dernière. Mais tu vois, Vas-y. on pense, tu vois, souvent on engage, en tout cas moi j'engagerais un CSM dans le cadre de la délivrabilité, tu vois, à partir du moment où je vais atteindre un certain palier, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais tu vois, selon toi, c'est dans mon cas, à partir de quel moment, à partir de quel chiffre d'affaires, pour un solopreneur, pour un coach consultant, ce serait vraiment intéressant de déléguer? À partir de quel palier, généralement, est-ce que tu as déjà eu des cas des cas similaires, quoi? J'ai tout le temps cette question et je sais jamais vraiment y répondre parce que je pense pas que ce soit une question de chiffre d'affaires. Je pense effectivement, si tu recrutes quelqu'un, il faut au moins que cette personne-là, elle puisse te rapporter autant que son salaire et mieux si c'est plus quand même. Donc c'est un calcul à faire en fonction plutôt du salaire, de la rémunération que tu donneras à cette personne. Après aussi, on peut très bien commencer avec un profil qui est en freelance avec des missions, quelqu'un qui n'est pas forcément là à temps plein sur certaines missions. Et plus en fait toi en termes de gestion de temps, si par exemple là aujourd'hui ta partie Customer Success, ton partie suivi de tes clients, accompagnement, elle te prend X heures par semaine, en fait est-ce que ces X heures là elles seraient pas mieux gérées ailleurs et tu gagnerais pas plus en faisant autre chose? Je pense notamment au bout d'un moment, les entrepreneurs, ils peuvent plus trop être dans l'opérationnel. Ils doivent être là pour faire de la visibilité, de l'audience, incarner leur marque, par exemple. Et dans ce cas-là, elles vont devoir se détacher petit à petit de l'opérationnel. Donc, à toi de voir en fonction de ces deux critères. Toi, ta gestion de temps et est-ce que cette personne te rapportera autant que tu la payeras? Complètement. Et tu vois, j'ai une personne qui m'avait dit récemment, ouais, mais tu vois, je parlais avec un CSM, il me dit, ouais, mais est-ce que je serais pas plutôt considéré comme un employé ou plutôt comme un pilier vraiment fondamental d'une boîte? Tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui pensent qu'en fait, si je rejoins un accompagnement pour être CSM, je vais être considéré comme un employé plutôt que comme un membre, comme un pilier principal de la boîte, quoi. Bah déjà, par principe, le métier de CSM, je trouve que c'est pas un métier, c'est hyper stratégique, donc tu es forcément un pilier de l'entreprise, tu as les retours de tes clients, c'est toi qui t'occupes d'eux. Et logiquement, pour une entreprise, ce qui a le plus important, c'est ses clients, son produit ou son service et ses équipes, enfin les ressources. Donc de fait, tu es forcément un pilier pour l'entreprise. Et tu disais, je sais plus maintenant ta question, qu'est-ce que je lui dirais? Ah, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense vraiment comme ça? Parce que j'en ai déjà eu beaucoup, j'ai parlé avec beaucoup de CSM sur Dubaï, sur un petit peu partout un petit peu partout dans le monde, mais vraiment ils pensent beaucoup comme ça, j'ai l'impression, même Il- que ce soit setter, closer, peu importe, hein. Mais vraiment, Ils veulent être piliers ou alors ils veulent être considérés comme des employés? en fait, ils pensent vraiment que quand ils vont rejoindre par exemple un accompagnement, on va dire dans la niche du make money, eh bien, ils vont penser qu'en fait, le patron, ben, il va vraiment être considéré comme patron employé.
tu vois. Ah, ok. Je trouve que de moins en moins, après ça dépend, hein, de toute façon il y a toujours, ça dépend toujours, mais je pense que pour montrer son importance et montrer à son employeur ou à la personne qui l'a recruté qu'on est un pilier, je pense c'est de calculer son impact. Souvent on peut le calculer de plusieurs manières, donc surtout pour les closers, setters, customer success, c'est hyper facile de calculer ça. Tu calcules l'argent que tu ramènes à l'entreprise, l'argent que tu lui fais économiser ou le gain d'argent ou les process que tu mets en place. Et par exemple, tu vois, pour un CSM, je fais toujours un petit calcul au début à la formation, pour ceux qui passent la formation, je leur dis de calculer combien ils font économiser en coût d'acquisition client, puisque quand tu as un client qui est satisfait, tu vas économiser en coût d'acquisition client que tu aurais pu mettre par exemple dans de la pub, dans autre chose. Tu vas lui montrer en fait que grâce à toi, la LTV, donc le temps que ton client reste dans ton entreprise, il augmente énormément et donc forcément ça augmente en termes d'argent. Tu vas aussi calculer peut-être les produits ou les services qu'il va acheter en plus grâce à toi. Et donc en fait quand tu fais l'impact à la fin, tu vas voir ton employeur, tu dis grâce à moi tu gagnes ça. Normalement il te considère comme un pilier. Après il y a des exceptions, mais je pense que quand on pense stratégie, et qu'on arrête en fait de nous-mêmes se considérer comme un employé, mais vraiment de comprendre l'impact qu'on peut avoir et qu'on change sa posture, je pense que voilà, le travail, si on le fait nous-mêmes, il sera considéré. Complètement. Franchement, super réponse. Et c'est vrai que c'est une règle qui est assez fondamentale, même dans le closing, dans le setting, etc. Donc c'est super intéressant. Écoute, moi j'ai été très heureux. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est en podcast. Je pense qu'on va clôturer là. Écoute, moi, Justine, j'étais très content de t'accueillir sur ce podcast. Tu as un super parcours, franchement super intéressant, même pour les personnes qui voudraient se lancer dans ce métier-là. Je pense que vous pouvez directement aller contacter Justine, du coup, Justine Poutre sur LinkedIn. Je pense que c'est une des personnes la plus complète que j'ai connue jusqu'à maintenant pour vous accompagner sur ce métier de CSM. Donc voilà, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Justine, pour clôturer ce podcast? Non, bah déjà merci Karim pour l'invitation, c'était hyper chouette comme échange et ravi d'échanger avec vous si vous voulez parler de Customer Success et je pense encore une fois, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit dans cet épisode, c'est pas trop se comparer aux autres et vraiment voir vous ce qui fonctionne pour vous. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux si vous voulez être salarié et pas entrepreneur, c'est pas l'un est mieux ou l'autre, c'est vous en fonction de vous, qu'est-ce qui vous convient le mieux. De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Pareil sur votre manière de fonctionner, on parlait de ceux qui sont plus make money et c'est vraiment leur principal objectif, leur principale motivation et c'est ok. Si vous, c'est plutôt autre chose, c'est gagner du temps, être avec vos proches, c'est ok aussi. Bref, faites-vous confiance et il n'y a pas de bonne méthode, il y a celle qui vous convient à vous. Parfait, nickel. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. Je vous attends littéralement sur d'autres podcasts. Hâte de vous revoir.